Pour financer les dépenses liées à la crise de la Covid-19, les États du monde entier se sont endettés et la Nouvelle-Calédonie n'échappe pas à la règle. Mais la dette ne date pas de la Covid-19. Pourquoi vivons-nous à crédit? Pourrons-nous rembourser cette dette qui a explosé avec la crise sanitaire? Pour en parler, je suis accompagnée par Samuel Gorouna, enseignant-chercheur en sciences économiques à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, qui est partenaire de cette émission. Samuel, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, on va décoder ensemble la dette du Caillou, mais on va aussi regarder au-delà. Oui, effectivement, on va regarder ce qu'ont fait les autres pays également dans le monde, notamment la France, les États-Unis, mais aussi ceux de la région, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et donc, on va regarder un peu en comparaison avec nous ce que nous avons fait ici et comment est-ce qu'on a contracté la dette et qu'est-ce qu'on a réalisé avec l'emprunt que l'on a contracté. Et puis on terminera par l'épineuse question du remboursement de la dette. Est-ce encore possible? À quelle échéance? Le casse-tête de la dette, c'est tout de suite dans Décodant l'écho. Alors, je vous propose de commencer par décoder la dette calédonienne parce qu'elle date de bien avant la crise sanitaire. Comment a-t-elle évolué au fil des ans? La réponse en images. Au début des années 2000, la dette de la Nouvelle-Calédonie s'élève à environ 30 milliards de francs. C'est presque 7% du PIB. Autrement dit, pour rembourser la dette, il faudrait prélever 7% des richesses produites par le pays pendant une année. Mais à partir de 2010, les dépenses d'investissement augmentent. On investit dans le secteur de la santé, dont le projet du Medipôle, et dans les secteurs des transports et des communications. Des dépenses financées en partie par l'emprunt. La dette passe alors de 5% du PIB en 2010 à plus de 10% du PIB en 2016. Et la tendance se poursuit au fil des ans. Le nickel va mal, le territoire enregistre moins de recettes. On emprunte donc pour continuer à financer l'économie. La dette continue de gonfler pour atteindre 119 milliards de francs en 2019, soit 12% du PIB. Pour rembourser la dette, il faudrait alors prélever 12% des richesses produites par le pays en une année. Puis arrive 2020, l'année de la première crise de la Covid-19. Le montant de la dette n'est pas encore connu pour cette année, mais on peut en faire une estimation. Entre 2018 et 2019, la dette publique a augmenté de 4,7%. Si on applique ce même rythme de croissance, la dette aurait donc atteint les 124 milliards de francs en 2020. Mais à cela s'ajoute le prêt de 28 milliards de francs souscrit auprès de l'État afin de financer la crise de la Covid-19. En 2020, la dette pourrait donc s'élever à 153 milliards de francs. Quelle part du PIB cela représente-t-il? Pour l'heure, le produit intérieur brut 2020 n'a pas encore été publié, mais on peut là aussi en faire une estimation. Selon l'étude du Sérum, la première crise du Covid-19 a impacté le PIB d'environ moins 6%. Le PIB de 2020 serait donc inférieur de 6% au PIB 2019 et s'élèverait à environ 966 milliards de francs. En 2020, la dette publique calédonienne représenterait alors près de 16% de notre PIB. En 20 ans, la dette aurait donc été multipliée par 5, passant de 30 milliards à 153 milliards de francs. Cette dette, qui représentait près de 7% du PIB en l'an 2000, représente aujourd'hui près de 16% de notre produit intérieur brut. Alors Samuel, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est grave une dette qui s'élève à 16% de notre PIB? Alors, avant de répondre à la question, je vais d'abord préciser ce qu'est la dette publique ici. Alors, la dette publique, c'est la dette de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et aussi des syndicats mixtes. Donc, ce sont toutes les administrations que l'on prend en compte pour voir la dette totale. Alors, la dette totale a effectivement été multipliée par 5 en 20 ans, mais si on regarde l'évolution du poids par rapport au PIB, ça a été multiplié par 2. Alors, pourquoi est-ce que ça progresse moins en proportion du PIB? Parce que dans la même période, on s'est aussi enrichi, donc c'est pour ça que le poids de la dette diminue en fonction du PIB. Enfin, en tout cas, n'augmente pas de la même manière. Parce qu'on crée plus de richesses. On crée plus de richesses, donc effectivement, ça n'augmente pas de la même façon. Alors, je voudrais préciser également que ça dépend de la façon dont on va considérer la Nouvelle-Calédonie. Si on prend la Calédonie comme étant une collectivité, classique. Donc effectivement, la dette de la Nouvelle-Calédonie, c'est 146% de ses recettes. Donc grosso modo, on compare avec les recettes, la dette, c'est 1,5 fois les recettes. Alors que le seuil prudentiel, c'est 90%.
Donc, On n'est pas des très bons élèves. donc voilà, donc effectivement, on sort des clous. Après, si on prend la Calédonie comme un État, et qu'on regarde les comparaisons internationales, évidemment, on prend les choses comme étant des États. La dette de la Nouvelle-Calédonie, c'est environ 16% du PIB. Or, le seuil habituel, enfin celui qu'on peut prendre comme référence, c'est celui de l'Europe. Et le seuil, c'était 60% du PIB. Et donc, évidemment, si on prend ce critère-là, la Nouvelle-Calédonie s'en sort plutôt bien. On s'en sort bien, oui. Donc on a vu que notre dette a fait un bond en 2020 avec la crise sanitaire. C'est le cas de presque tous les autres pays dans le monde. Donc effectivement, dans tous les autres pays dans le monde étaient déjà beaucoup endettés, mais on voit en 2020 un saut. Et le saut en 2020, évidemment, il est lié principalement à la crise sanitaire. On a vu comment nous, on avait géré l'histoire. Comment s'en sortent nos voisins, par exemple? Alors, si on regarde les voisins de la Nouvelle-Calédonie, ça va. Ça va. En tout cas, on est loin pour la Nouvelle-Zélande des 60% d'endettement en fonction du PIB. On est à 46%. L'Australie, on est à 72%, donc on n'est pas loin non plus. Après, il y a des autres pays européens et américains. La France est 115% du PIB. Les États-Unis, c'est 133%. Puis après, il y a les cas extrêmes. Le Japon, c'est un cas à part. Le Japon est à plus de 250% de son PIB. Et le Japon, en fait, ça fait plus de 20 ans que ça dure, que le pays est très endetté et que les choses continuent. Mais son économie continue de fonctionner malgré le poids de cette dette-là. Malgré le poids de sa dette, son économie continue de fonctionner et le Japon emprunte pour payer sa dette. Ok, donc pourquoi on voit que tous ces pays ont dépassé le seuil prudentiel, comme tu disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on continue d'emprunter? Alors évidemment, il y a là d'abord la situation. La situation, c'est, on sait tous que ne pas emprunter et ne pas faire des politiques de relance quand on est en période de crise, c'est pas bon pour l'économie. Donc tout le monde essaie de faire ça. Mais après, il y a l'autre chose également qu'on peut noter, c'est qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont très très bas. Et pour certains États, même, le taux d'intérêt est négatif. Donc ça veut dire que quand la France va emprunter 100, elle va rembourser que 99. Donc il n'y a aucune incitation à ne pas emprunter dans les situations actuelles. Mais comment c'est possible ça, qu'on paye la France quelque part pour lui prêter de l'argent? Alors disons que c'est lié au placement et à la sécurité. En fait, aujourd'hui, avec des situations et des secteurs qui sont très en difficulté dans le monde, certains préfèrent placer leur argent auprès des États où vous êtes sûr, si vous avez placé 100, vous êtes sûr de récupérer 99, alors que dans d'autres placements, ça se trouve, vous placez 100, vous n'en récupérez que 50, voire 0 dans certains cas. Bon, et puis on emprunte parce qu'il y a des besoins, tout simplement. Un des prochains prêts de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, pourrait servir à combler le déficit du RUAM. Écoutez à ce sujet Johan Lecourrieux, membre du gouvernement en charge du budget et des finances. Il faut savoir que la dette globale du RUAM et des comptes sociaux est entre 25 et 30 milliards, que c'est un héritage passé de longues années. Le sujet n'a pas été traité et maintenant ça commence à devenir pesant sur le fonctionnement de nos hôpitaux et de notre système des comptes sociaux. Et donc il est nécessaire de résoudre ce problème dans les meilleurs délais et ce qui avait été porté par le président du gouvernement et par le 16e gouvernement avait été de faire un emprunt auprès de l'AFD à hauteur de 25 milliards remboursés avec une taxe affectée et qui permettait vraiment de remettre dans les rouages des comptes sociaux et du fonctionnement des hôpitaux les crédits nécessaires afin de combler ces déficits. Alors dans le cas de la CAFAT, il ne s'agirait pas d'un prêt qui viendrait relancer la machine, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais qui viendrait simplement combler un déficit. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de présenter l'emprunt comme étant nécessaire parfois pour faire des investissements, et c'est ce qui fait en général dans le monde. Alors c'est vrai que ce sont les situations, on l'a dit tout à l'heure pour le Japon emprunte pour rembourser sa dette, mais c'est aussi le cas de certains pays. On reproche parfois à la France d'emprunter pour payer ses fonctionnaires. Donc dans des situations difficiles, ça peut être justifié d'emprunter pour faire du fonctionnement. Donc on n'est pas censé le faire, mais on peut le faire quand même. Dans des situations particulières, voilà. Alors l'année dernière, tous les pays ont emprunté pour faire face à la crise économique engendrée par la crise sanitaire, nous y compris. Comment a été dépensé cet argent? Écoutez. En 2020, la Nouvelle-Calédonie a emprunté 28,6 milliards de francs pour faire face à la crise de la Covid-19. Grâce à ce prêt, le pays a pu payer le chômage partiel à environ 12 000 personnes pour un montant de 5 milliards de francs. 7 milliards de francs ont été consacrés aux dépenses liées à la Covid-19, comme le financement de la quatorzaine dans les hôtels ou les dépenses sanitaires.
5,3 milliards ont alimenté les comptes sociaux pour combler le déficit du RUAM. Et 7,6 milliards de francs ont permis de compenser la perte de recettes fiscales. Objectif, maintenir les dotations aux communes et aux provinces. En 2020, 24,9 milliards de francs ont ainsi été dépensés sur les 28,6 milliards empruntés. Les 3,7 milliards de francs restants devaient permettre de financer la quatorzaine cette année, un montant loin d'être suffisant. Alors, est-ce que la majorité des pays ont dépensé leur argent de la même manière que nous ? Alors, il y a deux choses dans la dépense de l'emprunt. Vous avez soit on va faire de la redistribution, c'est-à-dire qu'on va donner directement de l'argent aux individus, soit on fait les grands travaux. Alors, si on s'arrête sur le cas des États-Unis, parce que c'est le cas qui est beaucoup cité en ce moment, Biden a fait un plan à 1900 milliards de dollars, donc c'est énormément d'argent. Et sur ce plan-là, il a fait les deux choses, c'est-à-dire qu'on a mixé la redistribution, on a donné aux individus dans le besoin jusqu'à 1400 dollars, et ce qui représente à peu près 140 000 francs par individu. Donc, ça veut dire qu'il y a des foyers qui ont reçu un chèque de 140 000 francs dans la boîte aux lettres de la part du gouvernement. C'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle la monnaie hélicoptère, c'est ce que les États-Unis font, ils l'ont fait avec Trump et ils le font aujourd'hui avec Biden. Alors ça, c'est une façon particulière de le faire. Après, il y a ce qui est classique, entre guillemets, avec le versement des allocations, ce que font les États-Unis et ce que fait également la France ou la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est la partie, on donne de l'argent à ceux qui ont perdu et qui n'arrivent pas à payer leur loyer, etc. Après, il y a la partie grands travaux et dans le plan de Biden, ce qui est intéressant, c'est que Biden a voulu faire en sorte que l'on vise les 50 prochaines années. Et donc, on voit ici, par exemple, que Biden met sur la table 176 milliards de dollars pour décarboner l'industrie automobile. Ça veut dire la rendre plus verte. La rendre plus verte, éviter, de réduire en tous les cas les émissions de CO2, etc. Et donc ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant et beaucoup de pays dans le monde pensent à cela également. Et la Nouvelle-Calédonie, ça peut intéresser pour tout ce qui est lié aux batteries électriques, le nickel, etc. Joe Biden met également sur la table 100 milliards de dollars pour investir dans les réseaux énergétiques et pour pouvoir pallier aux événements climatiques extrêmes. Donc ça, c'est lié au changement climatique. Et puis tout ce qui est aussi recherche, il met sur la table 50 milliards de dollars et c'est pour ce qui est recherche sur les énergies renouvelables. Donc ça, c'est un autre élément, un autre volet qui peut-être est très intéressant à remarquer. Enfin, on peut préciser qu'il y a 20 milliards de dollars qui sont mis sur la table par Biden pour les infrastructures ou les rénovations des infrastructures liées aux quartiers défavorisés et aussi tout ce qui est adduction d'eau, notamment là, dans certains endroits aux États-Unis, mais c'est le cas aussi un peu partout dans le monde où il y a encore beaucoup de plans dans les réseaux et donc Biden propose de rénover cela par l'occasion en mettant cette politique de grands travaux. Alors nous n'avons pas des centaines de milliards de dollars pour relancer notre économie, mais est-ce que notre plan de soutien pourrait être suivi d'un plan de grands travaux, toute proportion gardée ? Alors c'est vrai que le 16e gouvernement avait annoncé un plan de relance, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas vu venir, mais bon, probablement le 17e gouvernement le mettrait en œuvre. Alors, quand nous avons préparé cette émission, nous avons essayé d'imaginer quels pourraient être les grands travaux qui relanceraient notre économie en créant des emplois faiblement qualifiés, tout en apportant quelque chose de nécessaire pour le pays dans les années à venir. Oui, alors on peut faire un peu comme a fait Biden, c'est-à-dire regarder sur les 50 prochaines années qu'est-ce qui pourrait être intéressant et du coup à lancer en Nouvelle-Calédonie. Et notamment ce qui est de l'énergie, on a beaucoup parlé ces dernières années de la centrale pour la SLN. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie ne pourrait pas, dans une politique de grands travaux, relancer ces projets-là d'énergie renouvelable? Donc on a parlé de la centrale pour la SLN, mais il y a aussi, pourquoi pas, des petits barrages avec l'énergie hydroélectrique, parce qu'on a beaucoup parlé de solaire, mais l'hydroélectrique est intéressant en termes de stabilité. Oui, ça ne passe pas forcément par des immenses barrages. Maintenant, il existe des petits barrages qui fonctionnent et qui pourraient être disséminés un peu partout sur le territoire. Effectivement, et l'intérêt aussi de ces types de travaux, c'est qu'on a des main-d'œuvre qui ne sont pas qualifiées, qu'on peut utiliser pour faire les constructions, etc. Une autre chose intéressante dans ce qu'a fait Biden, c'est la rénovation pour ce qui est des quartiers défavorisés. On pourrait penser au quartier nord de Nouméa ou du Grand Nouméa, où là on peut peut-être aussi lancer des grands travaux et faire en sorte qu'après les grands travaux, après la crise, on aura des choses plus soucieuses de l'environnement, notamment aussi et de la santé pour ce qui est adduction d'eau, comme le plan on en a parlé tout à l'heure.
Alors tout ça, c'est des projets assez urbains. Est-ce qu'on peut imaginer des grands travaux en brousse sous une autre forme? C'est vrai que la crise a soulevé quelque chose aussi qui est particulier à Nouvelle-Calédonie, c'est le manque d'autosuffisance alimentaire et les circuits courts, etc. Et donc peut-être qu'une possibilité également, ce serait de pouvoir développer des petites structures un peu partout en Calédonie, notamment en brousse et en tribu, des structures agricoles où chacun pourrait créer du coup son emploi, puisque c'est des petites exploitations. Et donc à ce moment-là, on arriverait, et par la même occasion, à aussi réduire, à augmenter l'autosuffisance alimentaire et réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Donc effectivement, là, on est sur des emplois faiblement qualifiés. Joe Biden avait aussi investi dans la recherche. Est-ce qu'on peut imaginer un pendant ici Effectivement, c'est un autre élément hyper important, c'est que si on veut créer de nouveaux secteurs et lancer de nouveaux secteurs, notamment dans les énergies renouvelables par exemple, il faut aussi la main-d'œuvre qualifiée à côté pour pouvoir occuper les emplois en question. Donc il faut faire les deux volets, c'est-à-dire tout ce qui est main-d'œuvre peu qualifiée, mais aussi miser sur l'avenir avec l'enseignement, la recherche, l'éducation, etc., pour que dans les nouveaux métiers, on puisse avoir les gens formés en adéquation avec les secteurs qu'on aura développés. Alors, depuis le début de cette émission, on a parlé du montant de la dette, de la manière dont elle a été dépensée. Se pose maintenant l'épineuse question du remboursement. Une question revient régulièrement depuis que les États se sont endettés avec la Covid-19. Pourrions-nous tout simplement annuler la dette? C'est une option envisagée par certains, y compris par des économistes, mais elle ne serait pas sans conséquences. Pour comprendre, je vous propose de regarder cet extrait d'une vidéo proposée par la chaîne YouTube Draw My Economy, Dessine-moi l'économie en français, une chaîne que je vous conseille d'ailleurs. Regardez. Pourquoi ne pas tout simplement annuler la dette? Le problème, c'est que ce n'est pas indolore pour les détenteurs de la dette française. Prenons l'exemple de ceux qui habitent en France. 20% de la dette est détenue par la Banque de France. Or, l'actionnaire principal de la Banque de France, c'est l'État français. Si l'État français renonce à rembourser sa dette, il devra de toute façon remettre à peu près la même somme d'argent pour recapitaliser la Banque de France. Deuxième problème national, c'est que 25% de la dette de la France est détenue par les banques et les compagnies d'assurance françaises. Si l'État renonce à les rembourser, elles vont faire faillite. Et cela aura des conséquences catastrophiques sur les épargnants, c'est-à-dire sur vous, et sur l'économie. Le reste de la dette, lui, est détenu par des États, des banques et des investisseurs étrangers, et on pourrait égoïstement moins s'en soucier. Le problème, c'est qu'une grande partie d'entre eux sont européens. En refusant de les rembourser, on pourrait plonger d'autres pays européens dans une crise qui rejaillirait sur la France. Sans compter qu'après s'être comporté comme ça va être difficile de trouver de nouveaux créanciers pour nos futurs emprunts. On a bien compris, il serait quand même préférable de rembourser la dette, même si concernant la dette calédonienne, les créanciers ne sont pas les mêmes que ceux qui financent la dette française. Oui, alors c'est vrai qu'ici en Calédonie, on a fait l'emprunt avec l'AFD, donc l'Agence française de développement. Donc c'est vrai que c'est pas les petits cotisants qui sont derrière la dette. Alors il y a la question de la transformation d'un emprunt en subvention directe a été posée par les élus calédoniens, et il semblerait qu'effectivement une partie de cette dette serait transformée, mais la partie liée uniquement aux dépenses pour la crise du coronavirus qui serait transformée du coup en subvention directe. Alors justement, en ce qui concerne la dette calédonienne, on va commencer par le prêt de 28 milliards contracté l'année dernière. Quand et comment pourrons-nous le rembourser? Écoutez la réponse de Yohann Lecourrieux, membre du gouvernement en charge du budget. Le prêt Covid qui avait été fait auprès de l'AFD avait 2 ans de différé, donc pour l'instant nous payons que les intérêts mais pas du tout le capital, et donc nous commencerons que l'année prochaine. Et il était prévu des taxes affectées et de le prélever. Ça ferait qu'un milliard par an à rembourser parce que c'est un prêt qui a été sur une longue durée de 25 milliards. Donc c'est supportable pour la Nouvelle-Calédonie, hein, c'est pas insupportable, surtout qu'il a été fait dans de bonnes conditions, on s'aperçoit maintenant, et donc c'est totalement supportable. Après, il faut vraiment à chaque fois voir ce que ça peut apporter à la Calédonie d'injecter l'ensemble de ces prêts. Ce n'est pas des prêts pour
pour faire des prêts pour se faire plaisir ou pour faire financer du fonctionnement, mais bien pour aider l'économie calédonienne à se relancer. Donc il est important de mesurer quel type de prêt il faut faire, quel volume du prêt il faut faire. Alors Samuel, ce prêt de 28 milliards, c'est qu'une toute petite partie de notre dette, on l'a vu en début d'émission. Comment faire pour rembourser l'ensemble de notre dette, surtout si on commence à emprunter pour financer un déficit structurel comme celui de la CAFAT? Alors c'est vrai qu'habituellement, ce qu'on fait pour le remboursement des dettes, c'est qu'on mise sur la croissance. Parce qu'en temps de crise, on ne peut pas lever les impôts, faire des politiques qui soient très strictes en termes budgétaires. Donc c'est pour ça qu'on mise beaucoup sur la croissance. Et c'est après le retour à la croissance qu'on peut faire les réformes fiscales pour avoir plus de recettes ou alors moins de dépenses pour ce qui est du coup de fonctionnement des administrations. Est-ce que certains États ont déjà réussi à rembourser leurs dettes par le passé ou au moins une partie? Alors oui, c'est vrai qu'on cite parfois les exemples, notamment dans les années 90 et début des années 2000, du Canada, du Danemark, de la Suisse ou de la Suède. Alors on ne va pas tous les citer, mais si on prend uniquement le Canada et la Suède, le Canada a eu beaucoup de dettes au début dans les années 90 et a réduit sa dette avec deux façons. Bon, évidemment, il y a le retour à la croissance qui a fait que ça a été plus facile, mais il y a aussi la hausse des prix des matières premières. Le Canada étant un exportateur de matières premières, cette hausse des prix a fait que cela a rendu possible du coup le remboursement de la dette, enfin en tout cas la diminution du poids de la dette, sans oublier évidemment les efforts qui ont été faits du point de vue de la dépense et donc des administrations. Oui. Les matières premières qui augmentent, ça c'est le scénario rêvé si on fait le parallèle avec chez nous. Effectivement, si on fait le parallèle avec la Nouvelle-Calédonie, des matières premières qui augmentent pour le nickel, enfin le prix des matières premières et donc un retour à un cycle de croissance. Et donc là, effectivement, ça arrangerait les finances de la Nouvelle-Calédonie. Ce qui serait le plus facile, en tout cas. Ce serait le plus facile, voilà. Après, il y a le cas aussi de la Suède. Ce qui s'est passé dans la Suède dans les années 90, la Suède était en crise avec des dettes importantes. Et donc la Suède a fait deux choses. Évidemment, la Suède a aussi eu de la croissance et avec quelques matières premières, mais principalement, la Suède a profité de l'occasion pour réduire beaucoup de dépenses liées pour son administration et a fait toute une rénovation, notamment pour ce qui est de la performance, a imposé de la performance dans les administrations, a imposé du coup une rémunération en fonction des mérites, des performances, etc., etc. Dans son secteur public. Dans son secteur public. Et donc, ce qui a considérablement réduit les dépenses et elle est arrivée à rééquilibrer les choses, à faire diminuer le poids de sa dette. Après, la Suède, c'est pas que diminuer les dépenses à tout prix, il y a aussi imaginer des choses nouvelles. Et la Suède a fait la taxe carbone à ce moment-là, en misant évidemment sur l'avenir. Et même en temps de crise, avec ces industriels qui ont fait du lobbying pour empêcher la mise en place de la taxe carbone, la Suède l'a fait. Et aujourd'hui, elle est reconnue comme ayant du coup comme ayant eu une success story autour de la taxe carbone et tout le monde envie la Suède pour cela. Et ça a contribué à diminuer sa dette? Ça a contribué à diminuer sa dette dans le sens où ça a imposé aux entreprises de faire des efforts énormes sur la pollution, etc. Et donc ça a aidé. Alors le point commun quand même du Canada et de la Suède, c'est qu'ils ont quand même tous les deux misé sur la croissance. Est-ce que ça peut continuer sur ce modèle-là d'une croissance qui perdure? Ben ça, c'est une vraie question. La question a été posée évidemment à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais aujourd'hui, c'est une vraie question. Mais ça fera probablement l'objet d'une autre émission, si vous voulez. Elle est très débattue au sein des économistes aujourd'hui, notamment à cause des impacts environnementaux. C'est vrai que là, on ouvre un tout autre chapitre, mais pourquoi pas y consacrer une émission. Merci en tout cas, Samuel, pour toutes ces explications. Merci à vous, à la maison, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Bonne soirée sur Calédonia.